Bienvenue à tous. Donc, très heureux de vous accueillir aujourd'hui au Congrès de l'Ordre pour cet atelier sur les enjeux de la facture électronique. Donc, c'est un sujet voilà, qu'on va évoquer aujourd'hui. C'est un peu l'enjeu du moment. Notamment, on a eu des nouvelles récentes effectivement au niveau de la DGFiP. J'imagine que vous êtes au courant. La mise en application devait se faire initialement donc, au 1er janvier 2023. Et donc, on a eu un décalage de date. Et donc, la mise en application donc, pour les entreprises donc, de cette obligation de facture électronique va s'effectuer donc, au 1er juillet 2024. Mais on va y revenir. Donc, moi, je suis très heureux de vous accueillir. Donc, moi, je suis Benjamin Royoux, le directeur marketing d'ECMA. Donc, ECMA, c'est la filiale digitale du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. Et j'imagine que vous connaissez tous la solution je déclare.com. Bonjour à toutes et à tous, moi je suis Géraud Ferrandier, je suis expert comptable à Nantes, cofondateur de la solution EFIS qui est une solution connectée, je vous expliquerai, et je suis également coordinateur régional dans le cadre du déploiement de la facture électronique pour le projet France Numérique BPI sur le Pays de la Loire. Et je suis ici en tant qu'utilisateur de jefacture.com et co-développeur d'EFIS, puisque on a mis EFIS est une solution qui est connectée aux banques. Et quand jefacture est né, est apparu, on a assez naturellement on a monté une API entre nos solutions pour qu'on puisse intégrer ces deux données. Donc moi je suis utilisateur de jefacture.com et je le déploie petit à petit auprès de mes clients. Et donc je suis là également pour vous témoigner et vous expliquer mon retour d'expérience sur le sujet. Pardon. Alors aujourd'hui, on a un agenda, on va essayer d'être concis, synthétique et que vous compreniez tout, que vous compreniez tout sur les enjeux de la facture électronique. Donc on va revenir rapidement sur le contexte actuel. On va vous expliquer ce que c'est qu'une facture électronique, puisqu'on a souvent tendance à confondre une facture numérique et une facture électronique, c'est quand même sensiblement différent. Ensuite, on vous présentera donc, la solution donc, de la profession donc, jefacture.com. On vous fera une démo live. Et ensuite, on parlera de vous. Effectivement, on parle d'une obligation, mais derrière se cachent véritablement des opportunités aujourd'hui pour la profession et pour vous experts comptables. Et on terminera, bien entendu, par une session de questions-réponses. Alors, pour revenir sur le contexte et l'obligation de facture électronique, donc l'obligation en fait concerne toutes les entreprises assujetties à la TVA et concernant donc les transactions domestiques. On parle souvent de B2B, donc c'est les entreprises qui commercent entre elles. Donc deux niveaux d'obligation. Un premier niveau donc pour toutes les entreprises, donc dès le 1er juillet 2024, de réception des factures au format électronique. Et donc on va y revenir, ça veut dire que tous vos clients aujourd'hui TPE, PME devront être en capacité de recevoir des factures électroniques de leurs fournisseurs au 1er juillet 2024. Et ensuite un deuxième niveau donc, qui est l'émission des factures électroniques, donc qui va s'échelonner entre le 1er juillet 2024, donc qui concorde avec la date de réception, donc cette fois-ci pour les grandes entreprises, au 1er janvier 2025 pour les ETI, et ensuite au 1er janvier 2026 pour l'ensemble des entreprises. Donc ça, c'est on va dire le premier niveau de la fusée. L'autre élément, c'est que donc, toutes ces factures, on va le voir, vont transiter entre des plateformes. Et ces plateformes auront l'obligation de transmettre un certain nombre d'éléments à l'administration fiscale. Donc de deux niveaux, ce qu'on appelle un e-invoicing. Donc ce sera un résumé de l'ensemble des factures électroniques B2B domestiques qui transitent sur les plateformes. Et également un e-reporting, on va y revenir également, donc qui seront des compléments d'informations sur les factures et notamment les données de paiement, mais également les transactions entre entreprises et particuliers, donc sans doute des extraits de caisse ou tickets Z, etc. Et également la partie export. Bien entendu, derrière tout ça, l'objectif pour la DGFiP, vous en doutez, c'est bien de pouvoir
collecter et contrôler la TVA beaucoup plus facilement, et également de faire sans doute un pré-remplissage de la TVA. L'intérêt pour l'entreprise, il est quand même assez intéressant, puisque on va y revenir. On peut véritablement anticiper quand même une réduction des coûts versus une facture papier. On vous expliquera, preuve à l'appui, quels sont les objectifs que peuvent en tirer une entreprise. Et puis on imagine également, c'est notamment un objectif du gouvernement, de réduire aussi in fine les délais de paiement. Alors, concrètement, comment ça va se passer au 1er juillet 2024 donc ça va être sans doute l'arrivée de Nicolas Sarkozy, je ne sais pas. On va avoir en fait ce qu'on appelle une interopérabilité entre les plateformes. Ça veut dire que deux entreprises, votre client et son fournisseur, par exemple EDF, ces deux entreprises ne vont plus s'envoyer des factures entre elles par mail. Ces factures vont être envoyées entre plateformes. Prenons l'exemple. Donc vous voyez en haut à gauche, nous avons le fournisseur par exemple de votre client qui est EDF. Et à côté, nous avons l'entreprise qui est votre cliente. Donc EDF qui va vouloir envoyer la facture à votre client va plus l'envoyer par mail au 1er juillet 2024. EDF va aller vérifier, on va y revenir, va aller se connecter au référentiel de la DGFiP et va vérifier à quelle plateforme est rattaché votre client. Donc par défaut, votre client, s'il est rattaché à aucune plateforme, il sera rattaché à la plateforme publique Chorus Pro. D'accord ? Et donc EDF enverra la facture sur la plateforme rattachée à votre client. Donc ça va être le cheminement en fait, des factures. Et inversement, votre client qui va vouloir envoyer une facture à son client, à travers, par exemple, on va y revenir, la solution Je Facture va interroger le référentiel de la DGFiP, verra que cette entreprise cliente est sur Chorus ou une autre plateforme, et on verra la facture sur cette plateforme. Okay, donc ça va vraiment être le fonctionnement et les flux de factures vont transiter entre les plateformes. Et bien entendu, nous, en tant que plateforme certifiée de la profession, on enverra le fameux e-reporting et e-invoicing à la DGFiP. Et donc on sera sur des périodicités quotidiennes. Ce schéma-là, c'est le schéma en Y qui a été proposé dans le rapport de novembre 2020 et qui a été adopté par le décret du 15 septembre 2021. Donc celui-là, on est sûr d'arriver sur un schéma, ce schéma en Y, ce qui permet de le prendre aussi et puis de communiquer à nos clients pour leur dire que demain, ils n'enverront plus leurs factures à leurs fournisseurs, mais sur une plateforme. Alors, si on rentre un petit peu dans le détail de ce fameux e-invoicing et e-reporting. Donc e-invoicing, donc le périmètre, j'ai des coupures de micro. Ce sont donc toutes les factures B2B domestiques. Okay, donc nous, notre plateforme, on enverra donc à la DGFiP un extrait donc, de ces factures. On ne va pas évidemment envoyer tous les PDF, sinon ils ne vont pas s'en sortir. Donc ces factures seront envoyées au fil de l'eau et donc à minima quotidien auprès de la DGFiP. Donc ça, c'est le premier niveau d'information qu'ils attendent. Le deuxième niveau, c'est le fameux e-reporting. Et là, je dirais que c'est un peu à date, c'est encore un petit peu le fourre-tout. Donc c'est tout ce qu'on n'a pas dans le invoicing, on va le mettre dans le e-reporting. Donc globalement, ce qu'on a, c'est donc les ventes B2B internationales. Okay. Les ventes B2C, donc là ça se complique un petit peu, donc on va parler, ça va être sans doute la plupart du temps des extraits de caisse, mais on n'a pas encore le détail à date et les modalités précises. On va être donc sur une périodicité plutôt par semaine et sur un régime de TVA normal. Et sur un régime simplifié, on sera plutôt sur du mensuel. Enfin, et ça c'est un élément qui est extrêmement important, ils attendent aussi dans ce e-reporting qu'on leur indique si les factures sont réglées, pas réglées, partiellement réglées, etc. Donc nous derrière, on va avoir un enjeu de collecter
les relevés bancaires pour les rapprocher avec les factures et pour vous préparer, à vous et à vos clients, déjà, on va dire, un rapprochement à 80% des factures. Sinon, voilà, il faudra indiquer voilà, manuellement que cette facture a été réglée, partiellement réglée ou pas. Voilà. Donc c'est quand même un sacré enjeu et un véritable bouleversement. Alors, je prends la suite. Donc il y a aussi une conséquence du schéma en Y et du planning, du calendrier qui a été mis en place. La conséquence, c'est la mise en place de schéma en Y, c'est-à-dire qu'il y aura un annuaire qui sera documenté, qui sera alimenté à l'AIFE, l'Agence d'information financière d'État, qui permettra à chaque plateforme de savoir pour n'importe quelle entreprise, à quelle plateforme elle-même est reliée, pour que les factures, les informations puissent être envoyées au bon destinataire. Donc il y a un annuaire qui va être mis en place. Et cet annuaire, il va être mis en place dès le 1er juillet 2024. Ça, c'est une des conséquences du planning, puisque les grands facturiers vont émettre des factures, seront obligés d'émettre des factures électroniques à partir de cette date-là. Il suffit que moi, en tant qu'expert comptable, le 1er juillet 2024, j'ai envie de dire, moi, c'est pas possible, puisque je vais avoir une période fiscale 2024, a priori. Donc, je vais plutôt me caler au 31 décembre 2023, donc c'est dans 2 ans. Donc voilà, cet annuaire, ça c'est une des conséquences de ce schéma en Y et du planning qui va se faire en trois étapes. Les enjeux, on peut passer. On passe à la suite. Donc l'objectif, voilà, c'est et c'est ce qu'on a surligné en rouge, c'est vraiment de rester au cœur des flux de facturation des entreprises. L'intérêt, voilà, c'est vraiment de garder la main, parce qu'on le voit bien avec cette obligation de facture électronique qui va se mettre en place. Si derrière c'est géré par des plateformes privées ou par Chorus Pro, globalement, vous perdez la main sur l'essentiel de vos clients, l'ensemble des flux de facturation qui vont plus transiter par votre cabinet. Donc c'est tout l'enjeu, c'est sur le point sur lequel déjà on voulait vraiment insister. Donc notre rôle, c'est de rester de rester l'interlocuteur privilégié de chez nos clients. Hein. L'objectif, voilà, ce qu'on propose aujourd'hui dans cet atelier, c'est qu'on reste l'interlocuteur entre notre client et l'administration fiscale. Rester au cœur des flux. Et puis avec cet argument également de l'accompagnement des entreprises dans la transition numérique et la baisse du coût du traitement des factures. Le coût moyen pour traiter une facture d'achat, c'est entre 13,80 €. C'est le coût moyen qu'on peut observer sur tous les sites internet. Vous avez le coût de traitement d'une facture d'achat pour trouver ce coût avec cette décomposition-là. En passant à la facture électronique, on vient diminuer ce coût par 4, puisqu'on a tout ce qui est réception saisie qui vont être automatisés, l'archivage facilité, etc. Et alors c'est-à-dire que quand on est un cabinet qui faisait que de la révision comptable, l'arrivée de la facture électronique nous fait un petit peu redescendre dans la partie saisie, mais ce qui nous permet de rester au cœur des flux et éventuellement d'avoir des missions, des nouvelles missions, type mandat de facturation, ou de recouvrement de paiement. Je vais vous reparler après dans la démonstration de Je Facture. Alors, qu'est-ce qu'une facture électronique ? Ça, c'est toujours une question qui est pas forcément évidente. Il faut bien cerner. Il y a différents formats de facture électronique. La facture électronique, déjà, c'est une facture qui n'est pas altérée par une impression, par une imprimante. Elle vit sa vie d'un point de vue électronique depuis sa naissance jusqu'à son archivage. Par contre, nous, on doit mettre en place un certain nombre de choses pour qu'on puisse garantir donc l'authenticité et l'intégrité, donc finalement que cette facture électronique soit inaltérable, et puis la lisibilité, donc pour que ça, par rapport à l'impression, que ne soit pas altéré par une impression. Et c'est là où, quand on parle de facture électronique, on peut parler d'un PDF simple ou alors d'un PDF signé. Ça peut être les deux systèmes. C'est-à-dire que l'obligation de facture électronique, elle peut être très bien demain, un de nos clients qui émet une facture en format PDF simple peut l'envoyer du coup sur une plateforme ou la déposer suivant des caractéristiques qu'on ne connaît pas encore.
Chorus Pro, il faut ressaisir la facture sur Chorus pour que Chorus ait les informations. Ça peut être une facture électronique. Donc à ce moment-là, il répond à cette obligation de recours à la facture électronique. Mais par contre, il doit mettre en place une piste d'audit fiable. C'est-à-dire qu'un descriptif de la procédure qui permet de garantir cette authenticité et cette inaltérabilité du document. Sinon, il y a le moyen plus simplifié qui est prévu dans le BOFIP, qui est d'avoir un PDF signé. Donc là, le PDF devient inaltérable au moyen d'un certificat de qualité RGS, c'est Règlement Général de Sécurité. Mais maintenant, on est plutôt sur des qualifications EDI, IDAS, qui est le règlement européen en matière de signature électronique. Et puis après, on a la facture EDI, où là, on n'a que de la donnée. On n'a même plus de PDF, donc on n'a plus l'image, on n'a que de la donnée. Et donc, c'est des échanges de données entre deux opérateurs, mais il faut qu'ils soient interopérables. Donc, c'est vraiment un niveau où il n'y a que de la donnée, il n'y a même plus de PDF. Voilà, c'est plutôt utilisé par les grandes entreprises. Mais effectivement, ça, en termes de facilité d'utilisation, ça ne répond pas du tout à vos enjeux et aux enjeux de vos clients. Je sais pas si là-dessus, effectivement, la facture électronique, souvent, il y a des confrères qui me disent mais la distinction entre ces deux, le PDF simple, et donc à ce moment-là, il faut une piste d'audit fiable, et ce sera possible en 2024, ou alors on fait un PDF avec, certifié, et donc là, à ce moment-là, ça nous exonère de piste d'audit fiable, et ça nous ouvre le champ des possibles, notamment avec la facture X, puisqu'on peut aussi adjoindre à ce PDF un fichier de données structuré qui est basé sur un standard franco-allemand et qui comporte toutes les données nécessaires au traitement de la facture, au traitement administratif de la facture. Et donc ce format facture X, c'est celui qui est mis en avant aujourd'hui et qui est accepté par l'administration fiscale. Enfin, l'administration est OK pour ce format de facture, donc un PDF certifié avec le fichier de données accroché. Après, il y a la facture EDI, donc là, pour le coup, il faut l'interopérabilité des deux acteurs. Donc, à retenir en tout cas sur la facture électronique, PDF simple, possible, pas imprimé, hein, donc électronique durant toute sa vie, mais avec une piste d'audit fiable, ou un PDF signé électroniquement, et dans le cadre d'une facture X. Donc d'un côté, on le verra, on a un PDF signé électroniquement, et de l'autre côté, un fichier XML qui aujourd'hui qui va être lu par tous les éditeurs de production que vous utilisez au quotidien. Alors, une fois qu'on a parlé effectivement du contexte, des obligations et de la facture électronique, comment fonctionne et comment on va répondre à ces enjeux et à ces problématiques. Donc, comment ça va se passer donc au 1er juillet 2024 ? Donc les grands facturiers, par exemple, je parlais d'EDF ou Free, etc. Donc vont interroger le référentiel de la DGFiP pour savoir où adresser la facture. Si votre client il est connecté à GeoFacture, dans ce cas-là, EDF va envoyer directement la facture sur la plateforme GeoFacture. Ça, ce sera au 1er juillet 2024. Aujourd'hui, nous, la plateforme elle est déjà fonctionnelle. On a un certain nombre de cabinets qui l'utilisent. Et par exemple, pour ces grands facturiers, on est capable de faire ce qu'on appelle du scrapping. C'est-à-dire que votre client va indiquer son login et mot de passe du site EDF. Et nous, tous les jours, on va aller récupérer les factures qui sont déposées sur le site. Donc ça, aujourd'hui, c'est déjà opérationnel dès maintenant. Et on a anticipé effectivement l'obligation de 2024. Côté client, pareil, là, votre client, il peut, on sait très bien qu'il y a beaucoup de clients aujourd'hui qui saisissent encore sur Word et Excel. Donc, il peut continuer à saisir ses factures sur Word et Excel et faire un glisser-déposer dans GeoFacture. Et on essaye de travailler de manière en étant le plus interopérable possible avec les éditeurs. Donc, aujourd'hui, on est connecté avec un certain nombre. Par exemple, EBP, si vous avez des clients qui ont une gestion commerciale EBP, EBP nous envoie directement ses factures en API. On est connecté aussi au portail My Company Files, Willib, à la Dematbox. Voilà, on est en train de travailler aussi pour être le plus interopérable possible. Effectivement, il n'est pas indiqué là, mais on a aussi RCA Meg, donc qui nous permet de nous envoyer des factures.
Prochainement, on aura Dext. Voilà, on travaille avec les différents éditeurs. Donc la facture arrive. Derrière, on va y revenir, on va vous faire une démo, donc je ne vais pas parler trop longtemps. Donc elle va être OCRisée, scellée, etc. Ces factures ensuite, bah, nous, dès le 1er juillet 2024, on enverra les informations d'un côté à la DGFiP et de l'autre côté, on transmettra ces factures aux clients de vos clients sur les plateformes sur lesquelles ils sont enregistrés. Votre client également, avec Je Facture, aura la possibilité de régler directement ses fournisseurs et de se faire payer par ses clients. Et enfin, bah, ces factures, elles sont dans un format interopérable, donc le fameux fichier XML. Et aujourd'hui, ces factures donc, sont intégrées directement dans ACD, où vous paramétrez effectivement la connexion avec les différents comptes associés à vos clients sur leur facture d'achat, leur facture de vente. Donc ça, aujourd'hui, on est connecté en direct avec ACD. Pour les autres éditeurs, aujourd'hui, on propose de passer par des solutions intermédiaires qui vont générer le bon format de l'éditeur, comme Idocus, RCA, Dext aussi, EFIS, ici présent avec Géraud. Mais on travaille également, voilà, aujourd'hui c'est la photo à l'instant T, et je suis très confiant sur le fait que dès l'année prochaine, on sera en lien direct avec énormément d'éditeurs. Alors, avant de passer à la démo, juste pour que vous compreniez un petit peu comment Je Facture fonctionne. Donc vous avez vu, premier point, on va pouvoir collecter les factures de différentes sources. Aujourd'hui, votre client, voilà, il fait sa facture, il peut prendre une photo, hop, il a une application, ça l'envoie directement sur Je Facture. Demain, il ne pourra plus le faire, mais en tout cas, aujourd'hui, voilà, il peut le faire. On verra sur la collecte, on a rajouté une petite brique, mais je laisserai Guéraud vous le présenter. Ces factures sont ensuite OCRisées et vidéocodées. Donc OCRisées, on reconnaît les caractères automatiquement. Tout ce qui n'est pas reconnu automatiquement, il y a ce qu'on appelle le vidéocodage. Donc c'est une intervention manuelle par nos équipes pour remplir les éléments complémentaires. On fait ensuite des contrôles légaux. Donc contrôles légaux, on interroge la base data.gouv. Donc on va vérifier les mentions légales, on va vérifier l'existence du SIREN, on vérifie si la société n'est pas en dépôt de bilan. Si elle est en dépôt de bilan, le SIREN n'existe pas, on vous alerte ainsi que votre client. Donc vous aurez une alerte dans la solution. Ensuite, on génère évidemment ce fameux fichier FactureX. Donc d'un côté, un PDF scellé avec le cachet de l'ordre, de l'autre côté, un fichier XML. Et on archive toute cette facture pendant 10 ans. Et donc on verra, vous avez un accès à un espace d'archivage ainsi que vos clients. Ensuite, sur les deux cycles, cycle fournisseur, cycle client. Sur la partie fournisseur, donc les factures d'achat vont pouvoir, à partir du fichier XML, être reconnues par l'éditeur ou par la solution intermédiaire. Et ça va permettre d'associer les différents comptes par dossier client pour générer votre brouillard d'écriture. Côté client, on va fonctionner exactement de la même manière. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est que votre client va pouvoir, pour l'instant, avant le 1er juillet 2024, envoyer directement un mail à son client et se faire payer à l'aide d'une solution de paiement qui est directement intégrée à la solution. Donc on va passer à la démo. Alors, là, vous avez accès, ça c'est la partie espace cabinet de jefacture.com, où figure du coup la liste des clients que vous avez saisis sur jefacture.com, que du coup vous allez suivre sur l'application. Donc vous avez les différents onglets, hein. Bon, créer un client, vous pouvez importer aussi, voilà, créer un client. Donc la base JeFacture est reliée à entreprisedata.gouv, c'est la base des relevés SIREN. Donc dès que vous tapez un SIREN, vous avez automatiquement un certain nombre d'informations qui sont complétées dans la fiche client que vous êtes en train de créer. Il faut ajouter le contact parce que le client, lui, doit accepter les conditions générales. Donc lui va recevoir un mail grâce à ce formulaire de contact. Et puis à ce moment-là, on sauvegarde et on a créé le compte client. Et en fait, ici, souvent, moi, ce que je fais, c'est que je fais une réunion onboarding avec mes clients.
où je leur dis écoutez, venez, parce que le client a une société, peut-être sa holding, et puis une SCI. Et pour créer tous ces comptes-là, plutôt que de créer le compte et puis après aller lui dire il faut que vous acceptiez les conditions générales, etc. Je lui demande de venir au bureau et de prendre une demi-heure, 3/4 d'heure pour qu'on puisse créer ces espaces-là. À ce moment-là, lui reçoit un mail en live devant moi, donc il accepte les conditions, il crée son mot de passe. Et à ce moment-là, on met en place un certain nombre de choses aujourd'hui dont les fonctionnalités le permettent, c'est-à-dire je lui dis de télécharger tout de suite l'application Je Facture, comme ça il peut prendre les photos avec son smartphone. Il va saisir son mot de passe dont il vient de se rappeler que c'était le bon mot. Voilà, comme ça il a accès directement à ses photos, etc., etc. Donc comme ça me permet de faire, j'appelle ça le onboarding, et puis je me mets un rappel un mois plus tard, je fais un partage d'expérience, un mois plus tard pour lui dire est-ce que tout va bien, comment ça va sur l'utilisation des outils, etc. Bon, après, il y a la partie EFIS également, mais je lui fais toute une réunion qui dure une demi-heure, 3/4 d'heure pour créer son compte client à ce niveau. Donc vous pouvez les créer, bien entendu, ce qu'on voit un par un, mais bien entendu, vous pouvez aussi importer en masse tous vos clients, hein. Donc vous avez effectivement un fichier, un certain nombre d'informations à renseigner. C'est essentiellement le SIREN, les coordonnées du client et l'adresse de l'entreprise. Et si vous êtes utilisateur de JeDéclare, vous pouvez exporter tous vos dossiers de JeDéclare, compléter avec les informations manquantes et importer le fichier, tout simplement. Après, donc, dans les actions, il y a les petites actions à mettre en place. Voilà, quand on a le dernier compte test, il suffit d'appuyer sur activer le compte. À ce moment-là, le compte, le client va recevoir son mail pour accepter les conditions générales. Et au-dessus, donc sur le client, par exemple, BioBureau, on peut cliquer ici. Et quand on clique là, on accède à ce moment-là à l'espace en SaaS, partagé. On a accès au même espace entre le client et nous. Et donc ça, c'est l'interface client, on va dire, de Je Facture. Donc sur cette interface cabinet, donc vous avez votre liste de clients. Et à gauche, vous allez retrouver votre liste de cabinets, si vous avez plusieurs établissements. Donc là, vous allez pouvoir paramétrer vos différents établissements. Et si on retourne sur le menu de gauche, vous avez aussi votre liste d'utilisateurs. Donc tous les collaborateurs de votre cabinet, vous allez pouvoir leur définir des droits, donc déjà des portefeuilles de clients, et après des droits aussi différents en fonction des collaborateurs, de leur seniorité et de leur périmètre. Et le dernier onglet, c'est l'onglet documentation, où il y a une base de documents PDF qui sont des guides, des imprimes écrans, qui permettent de naviguer si jamais si on est bloqué ou si on a une question. On a déjà une base documentaire. Et on va l'enrichir très prochainement pour vous préparer vraiment des petits kits pour accompagner vos clients que vous allez pouvoir leur distribuer. Là, on a un premier niveau d'information, mais on va énormément l'enrichir pour encore mieux vous accompagner. Donc là, c'était vraiment l'espace cabinet, où vous gérez vos établissements, vos clients, vos utilisateurs. OK. Vos utilisateurs. Et donc, on va passer à l'espace l'interface client. Donc là, on va accéder en fait à ce que voit votre client quand il se connecte à Je Facture. Donc ça, ça c'est le tableau de bord qui lui est présenté. Donc là, il y a l'échéancier fournisseur sur la gauche, l'échéancier client sur la droite, dans cette première brique. Et là, on voit déjà qu'on peut avoir une indication, une information sur les créances clients qui sont en retard de paiement. Ce qui fait qu'on peut suggérer aux clients éventuellement vous avez un retard de paiement sur vos créances. Je vous conseille de les relancer, ou alors est-ce que vous voulez que je prenne votre place et puis que je peux relancer. On voit déjà qu'on peut avec ça, pour moi, développer des missions accessoires avec nos clients. Et puis après, l'échéancier fournisseur, ça c'est plus sur les paiements, il faut quand même respecter les délais de paiement, parce que l'administration fiscale va y avoir accès plus tard. Après, il y a un petit tableau de bord qui est le comparatif entre les recettes et les dépenses. Voilà, donc ça c'est un petit outil de pilotage qui est quand même assez agréable visuellement, valorisant pour le cabinet et le client. Et puis le top 5 clients, top 5 fournisseurs. Donc c'est le top 5 des clients qui vous doivent le plus d'argent, qui doivent le plus d'argent à votre client, et le top 5 des fournisseurs à date
à qui il doit le plus d'argent. Donc ça, en termes de pilotage, c'est intéressant pour le patron d'entreprise. Sur son téléphone, il a directement, il sait que bah, voilà, il est chez tel client, ah, bah, lui il me doit 5 000 euros, donc je vais faire en sorte qu'il me règle, parce que d'un autre côté, il faut que je verse 3 000 euros à mon fournisseur qui m'a relancé 4 fois. 4 fois. Donc ça, c'est voilà, un petit outil dans la poche aussi qui est quand même assez intéressant pour le patron d'une TPE qui manque souvent de temps. Et enfin, donc, sur ce tableau de bord, vous retrouvez la liste des tâches donc, à effectuer soit par votre client, soit par vous, cabinet, si vous avez un mandat pour gérer voilà, un mandat de facturation ou un mandat de règlement. Sur la fenêtre de gauche, vous avez les différents modules. Donc le tableau de bord, ça c'est l'accès page d'accueil, on va dire. Les factures d'achat, factures de vente, puis un certain nombre d'autres menus, bon, clients, fournisseurs, etc. Et le menu archive, dans lequel figurent toutes les factures qui ont été traitées et qui seront archivées du coup, pendant le délai légal. Factures d'achat et factures de vente. Donc ça, l'archive, ouais, j'en profite, c'est des questions qui sont souvent posées. Si vous récupérez, si vous récupérez un client d'un autre cabinet qui utilise GeoFacture, très facilement avec cet espace d'archivage, il peut exporter toutes ces factures. Et enfin, là pour le coup sur GeoFacture, ce sera simple parce qu'on transférera d'un dossier à un autre. Et inversement, dans le cas contraire, si vous aviez un client qui voulait récupérer ses factures pour, je sais pas, partir ailleurs, il peut voilà, récupérer aussi dans cet endroit-là toutes ces factures qui sont archivées pour 10 ans. C'est vrai que quand il y a un transfert d'un cabinet à l'autre, les archives restent dans l'espace client et donc le nouveau cabinet y a accès. Ça ne change rien pour le client. C'est aussi une garantie de liberté pour le client, je trouve. Ok. Après, on peut passer, parce que maintenant, il y a un module de gestion de factures d'achat, de vente. Ouais, on regarde les factures de vente parce qu'on a une petite nouveauté pour le congrès. Donc, on vous parlait tout à l'heure de collecte de factures. Et du coup, avec GeoFacture, ça c'est la nouveauté du congrès depuis mercredi. On peut créer, les clients peuvent créer leurs factures depuis l'application directement, avec un certain nombre de champs à remplir. Ça va générer du coup, alors là, on peut remplir les différents champs. Il y a un paramétrage à faire. Enfin, de toute façon, dans la facture, tout ce qui est issu de l'entreprise, les données de l'entreprise sont reprises et sont mises en tant que fournisseur. Et les données clientes, bah, ça dépend de ce qui est rempli dans la fiche client. Donc ça va être intégré automatiquement. Donc c'est un petit module très simple, hein. Ce n'est pas une gestion commerciale, on ne vient pas concurrencer nos éditeurs partenaires qui font des GESCOM. C'est vraiment pour proposer, on nous dit souvent, ah oui mais moi j'ai plein de clients qui utilisent toujours Word Excel, jamais ils prendront une gestion commerciale. Mais par contre, voilà, on aimerait bien pouvoir centraliser tout ça. Donc c'est pour ça qu'on a répondu à ce besoin. Là on propose juste un outil de création de facture au avoir, voilà, avec une petite gestion d'articles pour que voilà, vous disiez à vos clients, bah, au lieu de la saisir sur Excel, bah, tu la saisis directement sur ton téléphone et elle est directement dans l'application. Puis la base article est modifiable. On peut créer des articles pour aller plus vite dans la saisie de la facture et après on peut modifier la quantité, le prix et tout ce. Enfin voilà, c'est un petit module qui est assez pratique. Moi je l'ai utilisé pour une première facture que j'ai faite mercredi, du coup j'étais en avant-première dessus. Je trouvais ça très bien. Dans les commentaires, on rajoute du coup toutes les mentions de pied de facture, les mentions d'escompte, etc. Après, quand on sauvegarde, on peut encore revenir dessus. Hein. On peut sauvegarder la facture et à ce moment-là, elle est en attente d'acceptation et plus on peut avoir l'accès visuel. Voilà. On a à ce moment-là cet accès en visuel. Donc là, la facture est encore modifiable parce qu'elle n'est pas encore envoyée au client. Voilà, on peut revenir sur la modification de la facture et puis compléter ou modifier la facture. Donc une fois que la facture est saisie ou collectée via une gestion commerciale ou un envoi, on va retrouver, si on descend tout en bas, on va retrouver le fameux fichier FactureX. Alors celle-ci a pas été envoyée, voilà, c'est celle-ci. Donc le fameux fichier FactureX, c'est vraiment d'un côté donc ce PDF lisible par l'œil humain avec le scellement et avec le scellement du cachet de l'ordre. Et d'un autre côté, mais là malheureusement on n'a pas Adobe sur les postes donc on ne peut pas vous le montrer,
un fichier XML, donc qui est un fichier informatique. C'est un format voilà, informatique qu'on peut ouvrir. En fait, c'est un fichier texte, voilà, mais structuré, dans lequel voilà, les informations sont bien ordonnancées et structurées. Donc on a vraiment voilà, le jeu facture crée vraiment ce PDF scellé électroniquement, et de l'autre côté, voilà, le fichier XML. Quand on a un PDF, du coup, ça figure sur le volet gauche, où il y a un petit trombone pour la pièce jointe, et on a à ce moment-là le fichier XML qu'on peut double-cliquer dessus, et en gras apparaissent les données propres à la facture. Donc vous avez le même processus de collecte au niveau des factures d'achat. Donc là, voilà, on va voilà, récupérer directement, donc, suivant les différents canaux, les factures d'achat, et l'outil traite de la même manière, va voilà, OCRiser la facture et générer un fichier FactureX. Donc avec ce PDF scellé électroniquement avec le cachet de l'ordre, et de l'autre côté le fichier XML. Il y a également un historique, je trouve assez pratique, qui déroule l'ensemble du traitement de la facture depuis la façon dont elle est arrivée. Donc là, elle a été reçue par mail, vous voyez, elle est reçue par email. Et puis après, donc, là, il y a l'OCR qui fonctionne encore, parce qu'on ne reçoit pas de facture X, on les transforme en facture X. Et puis tout le traitement qui a été fait de la facture. Donc on sait qui a accepté la facture, c'était Pierre Connor-Hardy. Et puis après la facture créée, etc. Le document a été archivé, mis à disposition de la comptabilité. Et après, dès qu'il est importé, il est transmis à la comptabilité. Donc nous, quand il est sur EFIS, en tout cas, il est transmis à la comptabilité. Ça, c'est pratique pour savoir qui a accepté une facture, notamment, je trouve ça intéressant. Complètement. Et donc, juste peut-être pour terminer, donc là, votre client va pouvoir gérer aussi sa liste de clients et fournisseurs. Donc, bien entendu, qu'il va pouvoir soit créer manuellement, soit importer, bien entendu. Et évidemment, à chaque fois qu'une nouvelle facture client ou fournisseur va être collectée, on va, si le client ou le fournisseur n'existe pas, il va être automatiquement créé dans Jeu Facture. D'accord ? Donc c'est initialisé au départ. Il initialise avec sa base client, sa base fournisseur, et après, au fur et à mesure, s'il a des nouveaux clients, des nouveaux fournisseurs, c'est créé automatiquement à partir de l'ECR de la facture. Et un dernier point, c'est sur la roue crantée qui est le paramétrage. C'est ce que je fais à la réunion onboarding où on crée le compte client et le client accepte les conditions générales, crée son mot de passe, télécharge l'appli, etc. À ce moment-là, on va dans cette roue crantée, on descend sur la gestion des factures d'achat. Et c'est là où on descend après dans les 3 modes de collecte. Donc le collecte par email, comme ça je lui communique l'email qu'il va pouvoir sauvegarder. Donc dès qu'il recevra une facture par mail, il pourra la transférer et puis ce sera automatiquement traité par l'appli. Et puis également mettre en place les connecteurs. Donc on met en place un certain nombre de connecteurs via Budget Insight pour aller chercher, faire du web scrapping de factures. Et ça, effectivement, c'est un élément important au niveau de la collecte de factures. Votre client, demain, enfin avant le 1er juillet 2024, il peut indiquer soit à son fournisseur de lui envoyer directement les factures dans un mail dédié, donc c'est son sirène@jeufacture.com, donc ça permet d'adresser directement la facture à JeuFacture, ou soit se faire une règle dans Outlook, c'est-à-dire qu'il reçoit sa facture de son fournisseur, et là, telle facture, il a une règle, il la renvoie directement à sirène@jeufacture.com, et donc du coup ça transite directement. Voilà. Mais ça, bien entendu, c'est avant, on va dire que c'est avant le 1er juillet 2024, et puis quand même pendant une période où il aura quand même des fournisseurs qui ne seront pas encore assujettis à l'obligation d'envoi de la facture électronique. Donc entre 1er juillet 2024 et 1er janvier 2026, il aura de la facture électronique, de la facture papier, voilà. Il aura encore plein de formats de factures qu'il faudra être capable de gérer, et vous avec lui. Donc on va revenir sur la présentation. Donc pour faire un petit récapitulatif, pour la facture, donc une opportunité pour évoluer le cabinet.
Donc c'est surtout aussi maintenir la facture électronique et ce nouveau standard qui arrive dans le marché administratif, on va dire. Ça permet, si on le prend en main à l'expert comptable, de rester l'interlocuteur privilégié entre son client et l'administration fiscale, et je trouve de ne pas se faire quelque peu ubériser par un intermédiaire qui viendrait proposer derrière après d'autres services. Après, l'objectif, c'est aussi de gagner en productivité et pour le cabinet et pour l'entreprise. Donc, comme on automatise un processus, on espère quand même des gains de productivité derrière. Là, pour faire évoluer ses collaborateurs, alors ça change les façons de fonctionner, puisque les collaborateurs qui faisaient de la saisie ne saisissent plus du tout de la même façon, puisqu'ils obtiennent des informations. Enfin, vous avez déjà vu le voir avec un certain nombre peut-être de solutions logicielles avec lesquelles vous utilisez, mais ça change quand même la façon de travailler. Et notamment, pour moi, il y a deux profils qui se dégagent. C'est data controller, donc quelqu'un qui vient contrôler les données qui reviennent, donc facture électronique, les paiements, les traits, les paiements, etc. Et du coup, les collaborateurs actuels qui faisaient de la saisie et de la préparation de révision, etc., les faire monter en compétences pour qu'eux soient plutôt data analystes. On parle en anglais, mais... Et eux, plutôt, aller sur le portail client. C'est-à-dire que le data controller, c'est lui qui fait les relances de pièces manquantes, et le data analyst, c'est celui qui va plutôt proposer des missions, regarder le chiffre d'affaires, rentabilité, trésorerie, à chaque fois les trois du client, et qui peut l'appeler pour ça. Et là, à ce moment-là, on reprend, je trouve vraiment la main sur la partie conseil de nos clients. Je suis au CJD aussi, et au CJD, j'entends trop d'entrepreneurs qui disent moi, mon expert comptable, il fait que de me relancer par des pièces. Et ben ça, c'est le data controller qui doit le faire, et puis nous, il faut qu'on fasse monter en compétence pour du data analyst. Donc faire évoluer les collaborateurs et proposer du coup des missions full service. Vous le voyez, hein, ce sujet de facture électronique, c'est pas qu'un sujet technique. Hein. C'est quand même un vrai changement, et on imagine bien qu'en 2030, on peut facilement imaginer que l'opérateur de saisie de facture, en fait, il aura disparu. Donc effectivement, il faut se préparer dès maintenant, parce que c'est un long chemin. On sait que faire évoluer un cabinet, ses collaborateurs, c'est pas un sujet qui est simple. Mais voilà, l'objectif, c'est voilà, on souhaite aussi vous présenter les choses pour que vous puissiez anticiper et faire évoluer, voilà, préparer voilà, votre cabinet pour voilà, ces enjeux qui vont arriver finalement très très rapidement. Alors, on arrive à la fin, juste avant les questions, donc ça va, on est pas mal en termes de timing. Donc, s'il fallait retenir, on a essayé de vous faire voilà, une petite to-do list toute simple. Nous, ce qu'on vous invite à faire, effectivement, c'est d'inscrire vos clients dès maintenant sur la plateforme Je Facture, plateforme de la profession, vraiment pour rester au cœur des flux. Bien entendu, hein, vos clients... je pense que si on ne fait rien, par défaut, voilà, il y en aura certains d'autres qui iront sur d'autres plateformes, et la majorité ira sur Chorus. Après, Chorus, très honnêtement, aujourd'hui, on n'a pas on avance avec eux, mais on n'a pas encore de visibilité suffisamment détaillée pour savoir ce qu'ils vont faire. Ce qui est sûr, c'est que ce qu'on observe, c'est que vos clients, ils iront voilà, déposer, récupérer leurs factures sur Chorus, mais ensuite, ils devront vous les renvoyer, parce qu'il n'y aura pas d'API ou de lien pour récupérer en direct les éléments sur Chorus. C'est vraiment assez peu probable. Le deuxième élément, c'est vraiment de commencer à lancer une réflexion voilà, sur la gestion de votre processus de facturation au niveau de votre cabinet, et puis l'identification de nouvelles missions. Là, la facture électronique, honnêtement, c'est une superbe opportunité pour demain voilà, proposer à vos clients des missions recouvrement pour compte de tiers, faire un mandat de facturation ou un mandat de règlement. Mais ça, voilà, tout ça, ça se réfléchit, ça se prépare. C'est quand même aussi des bouleversements. Mais en tout cas, nous, on est là aussi pour vous aider dans ce processus-là. Dernier point, donc on a, d'un point de vue tarifaire, effectivement, on n'en a pas parlé, mais on a une très bonne nouvelle pour le congrès. Donc, jusqu'à présent, en fait, les 500 premières factures étaient gratuites pour le cabinet. Donc, on a décidé que désormais, sur Je Facture,
toutes les factures de votre cabinet, donc du dossier cabinet, seraient gratuites. C'est-à-dire que toutes vos factures clients, fournisseurs que vous déposez sur Je Facture dans le cadre de votre cabinet, elles sont offertes ad vitam aeternam. L'idée, c'est qu'on attend de vous, c'est que vous jouez le jeu, par contre, concernant vos clients et que vous inscriviez vos clients sur la plateforme Je Facture. Et là, le tarif reste inchangé à 19 centimes, 19 centimes la facture. Globalement, vous l'avez vu, hein, pour votre client, effectivement, on nous dit souvent oui, mais 19 centimes, c'est cher. Il y a un archivage, il y a un outil de création de facture simple, mais quand même un outil de création de facture. Il y a un scellement, et globalement, on nous a dit voilà, vos clients aujourd'hui, on est sur 50 factures par mois, donc ça fait 10 euros par mois. 10 euros par mois, vous proposez un outil à votre client qui va lui permettre de piloter un peu sa trésorerie, relancer plus facilement ses clients, se faire payer, lui simplifier la vie dans la collecte de factures. Voilà, on va dire que on pense que c'est une approche qui peut fonctionner. Et souvent, après, les autres solutions sont plutôt autour de 1 euro par facture traitée. Il y en a qui traitent ça en vendant du stockage de données. Mais j'avais regardé le coût, sachant qu'en fait, en vendant le stockage de données, ils le vendent tous les mois. L'archivage n'est pas inclus du coup, parce que on paye tout le temps, quoi. Enfin, donc ça revenait à 1 euro la facture traitée. Donc là, c'est 19 centimes. Pour aller dans le sens. Donc voilà, on a terminé cette présentation. Donc si vous avez des questions, on va se faire un plaisir de vous répondre. Il y a un micro qui arrive. Il y a un micro qui arrive, monsieur. Bonjour, comment ça se passe pour les caisses? Vous avez parlé un petit peu des tickets Z, etc. Il y a quelque chose de prévu? Alors, c'est prévu dans le cadre de ce qu'on vous disait du e-reporting, mais aujourd'hui, les modalités ne sont pas définies. Les modalités ne sont pas définies, donc on ne sait pas si effectivement faudra récupérer un extrait des caisses, les tickets Z. Aujourd'hui, c'est pas défini, ils ont pris du retard. Et les notes de frais, enfin nos clients artisans qui vont chez un restaurateur ou le restaurateur qui a des clients artisans, etc. Comment il y a quelque chose de... C'est pareil ou non? Aujourd'hui, oui, on n'a pas plus de visibilité sur le fonctionnement et la manière dont on va traiter ces éléments. Aujourd'hui, non, il y a seulement la grande distribution, type l'artisan qui va chez Leroy Merlin et qui va se fournir, ou chez Castorama par exemple, et qui sera un grand facturier. Quand il passera à la caisse, ce grand facturier, Leroy Merlin ou Castorama, devra émettre une facture électronique. Ça, pour le coup, ils sont en discussion parce que la DGFiP voulait que ce soit la caissière qui le fasse, et les grands facturiers ont dit non, c'est pas hors de question, ça va retarder nos processus, etc. Donc ils sont en discussion. Après, j'imagine Leroy Merlin, vous savez, maintenant il y a des guéridons où on fait sa facture, j'imagine que ça va être comme ça. Mais ça, pour le coup, quand on passe dans la grande distribution qui fait du B2C, B2B, quand ce sera en B2B, il y aura une émission de facture électronique. Après, le restaurateur, ça, je ne sais pas. Oui, en tout cas, les parties caisses, etc., je pense qu'on en saura plus dans les prochains mois. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, tout à fait. Ok. Dans le gain de productivité, vous avez dit qu'il y avait une génération des écritures comptables. Oui. C'est-à-dire, quand en fait, à la réception de jefacture.com, là, il y aura la facture sera donc, il y aura une pré-saisie comptable. Alors, la génération des écritures comptables ne se fait pas dans Je Facture. Voilà. Donc le principe, si je reviens juste pour vous montrer le schéma, voilà, ce schéma-là. Donc Je Facture va générer donc toutes les factures dans un format lisible par les éditeurs, le fameux fichier XML. D'accord? Et si je prends l'exemple d'ACD, donc si vous êtes équipé d'ACD dans votre cabinet, vous allez paramétrer au niveau des dossiers, des dossiers clients, les factures d'achat, les factures de vente, tel type de fournisseur, tel type de client, je le rattache à tel compte.
Une fois que vous avez fait ce paramétrage, eh ben, la génération d'écriture du brouillard d'écriture se fait automatiquement. Voilà. Et c'est en API, donc il n'y a pas d'export-import, c'est en direct. Oui, j'ai une question par rapport au fichier XML qui va être généré. Quelles sont les données qui vont être transférées exactement? Est-ce que c'est du ligne à ligne ou est-ce que c'est le montant global hors taxe? Vous parliez tout à l'heure de Leroy Merlin, on peut très bien voir Métro par exemple, où il peut se cacher des gros matériels, des gros investissements. Est-ce que c'est du ligne à ligne qui vont être transférés ou est-ce que c'est le montant global? Donc, vous parliez tout à l'heure du data controller qui va avoir encore un rôle important dans la gestion des factures de ce type. Alors, il y a différents formats d'enrichissement de données. Il y a les XML, etc. Là, ce qui est prévu, c'est que pour les TPE, en tout cas, il n'y a pas de détail de ligne. Ça, c'est quelque chose qui avait été accepté lors de réunions pour définir les spécifications. C'est vrai que l'administration souhaite avoir, eux, à terme, le détail de chaque ligne de la facture. Au démarrage, voilà, on n'aura pas l'obligation d'envoyer le détail. Voilà, il y a eu gros débat en fait sur le sujet, hein, mais donc ils ont accepté qu'on n'envoie pas le détail. Après voilà, à terme, ils ont les pouvoirs publics, ils ont quand même la volonté de récupérer le détail des lignes de facture. Donc à ce moment-là, le détail des lignes sera dans le fichier XML également. D'autres questions? Oui. Oui, donc pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur l'intégration des écritures, on n'intégrera pas forcément de fake dans jefacture.com pour reconnaître les comptes rattachés au compte fournisseur. Ça sera le paramétrage du logiciel de prod type Sage, Cegid ou ACD qui, après, on va dire, induira les écritures qui s'intégreront. Aujourd'hui, c'est le fonctionnement. D'accord. Aujourd'hui, c'est le fonctionnement de JeFacture. Effectivement, le paramétrage se fait dans l'outil de production. Après, voilà, c'est une solution JeFacture qui est amenée à évoluer. Donc, on pourrait très bien imaginer que ce paramétrage puisse se faire dans JeFacture à partir d'un FAQ. Mais en tout cas, ce n'est pas le cas pour l'instant. D'accord, merci. Bonjour, avez-vous prévu un système de validation de facture par nos clients sur le site jefacture.com? Oui, ça c'est prévu sur le site. C'est-à-dire que la facture, aujourd'hui, la facture arrive, elle est lue, les données sont extraites, et elle n'est pas signée et le fichier, la facture X n'est pas créée avant approbation par le client. Alors, je parle plutôt des factures fournisseurs, des factures entrantes. Oui, c'est ça, c'est les factures fournisseurs dont je parlais. Parce que facture client, facture fournisseur, oui, il y a une étape de validation qui est effectuée par soit le client ou par le cabinet, s'il est dans le cadre de son mandat. Et c'est bien une fois que la facture est validée que la facturation intervient. C'est-à-dire que vous avez le droit de refuser une facture et il n'y a aucune facturation. Une dernière question? Oui. Alors, si on peut vous passer le micro. Merci. Pour les logiciels qui permettent d'avoir la pièce attachée à l'écriture, est-ce que du coup le jefacture.com permet de transférer également la pièce jointe à l'écriture? Je le confirme, tout à fait. Aujourd'hui, avec ACD, on envoie aussi la pièce jointe, donc vous pouvez retrouver dans l'écriture que ça a généré la facture. Et en API, ce qui est disponible en API, parce que nous, on récupère les données de facture, on récupère le PDF, et on récupère la facture X. Donc à ce moment-là, nous, on qualifie, on propose une écriture avec la pièce. D'accord. Et de manière très pratique par rapport à ma précédente question, si le paramétrage n'est pas fait dans le logiciel de production, comment se déverse du coup le document ou l'XML dont vous parliez? Comment ça se matérialise s'il n'y a pas de paramétrage en amont dans le logiciel? Si Sage est vierge, on va dire, est un nouveau dossier et qu'on n'a pas créé tous les fournisseurs, comment ça va se matérialiser? Alors, je ne sais pas comment fonctionne Sage, mais moi, comme ça qu'on le traite, nous, on met la facture qui est en attente de qualification. Dans jefacture.com? Non, dans la partie prod. Dans la partie prod? Oui. D'accord. La donnée est traitée, présentée pour une qualification par un opérateur ou la création d'une règle automatique à ce moment-là.
D'accord. paramétrage. Merci. Ah, on a une question devant. Par rapport à ce qui vient d'être dit, quand vous passez par RCA, on ne récupère pas les PDF en pièce jointe sur Cegid. Donc comment ça va fonctionner là? Ça c'est RCA qui doit parce que Cegid, lui, en import, doit avoir a des spécifications techniques pour importer le fichier de données, qui est un fichier à plat d'écriture avec les PDF attachés avec un. Actuellement, ça ne fonctionne pas. Oui. Alors aujourd'hui, effectivement, on essaye de travailler avec les éditeurs. Donc nous aujourd'hui, c'est de l'information qu'on met à disposition. RCA, on a l'intégration date du mois de septembre, donc c'est assez récent. Donc ça, c'est effectivement des éléments qu'on va essayer de faire évoluer avec les éditeurs avec lesquels on est interopérable. À mon avis, Cegid va faire évoluer ça parce que sur Quadra, ça fonctionne. Et du coup, je pense qu'il faut aller voir. À mon avis, c'est juste c'est du code. Donc je sais pas. Ça devrait évoluer dans le bon sens. Eh ben, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis on vous souhaite avec Géraud une très belle journée. Merci. Merci.